Samedi 28 février 2026. Les États-Unis et Israël bombardent l'Iran en plein jour. Plus de 20 provinces touchées, des écoles frappées, des millions de civils sous les bombes. Téhéran a mis moins de 2 heures à répondre. Missiles sur Israël, missiles sur le quartier général de la marine américaine à Bahreïn, missiles sur la plus grande base US au Qatar, missiles sur les Émirats, le Koweït, l'Irak. 5 pays frappés simultanément. Des explosions entendues de Jérusalem à Doha. L'Iran a riposté et personne dans la région n'a été épargné. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut remonter le fil. Et ce fil commence bien avant les bombes. Juin 2025, 8 mois plus tôt, Israël et les États-Unis avaient déjà frappé l'Iran dans une opération baptisée Midnight Hammer. Les cibles, les installations nucléaires de Fordo, de Natanz et d'Ispahan. Plusieurs hauts commandants militaires iraniens avaient été assassinés. L'opération avait duré 12 jours. L'Iran avait riposté, mais de manière limitée. Pas de victimes américaines. Des dégâts mineurs sur une base au Qatar. Le message semblait clair. Washington considérait le dossier nucléaire iranien comme une menace existentielle et n'hésiterait plus à recourir à la force. Puis, fin décembre 2025, l'Iran a plongé dans sa plus grande crise intérieure depuis des années. Des manifestations massives ont éclaté dans tout le pays. Le régime a réprimé dans le sang. Le guide suprême Ali Khamenei a lui-même reconnu que des milliers de personnes avaient été tuées. Une admission sans précédent. Le 23 février 2026, soit 5 jours avant les frappes, une attaque a visé le siège même de Khamenei à Téhéran. Un acte revendiqué par l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Le régime était déjà affaibli de l'intérieur. Et pourtant, des négociations étaient en cours. 3 rounds de pourparlers indirects organisés par Oman à Genève. L'Iran avait fait une concession majeure, accepter le principe de zéro stockage d'uranium enrichi avec une vérification complète par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le vendredi 27 février au soir, le ministre des Affaires étrangères omanais, Badr al-Boussaïdi, déclarait publiquement que la paix était à portée de main. Quelques heures plus tard, les bombes tombaient sur Téhéran. L'opération a reçu 2 noms. Le Pentagone l'a baptisé Epic Fury, fureur épique. Israël l'a nommé Roaring Lion, le lion rugissant. Une opération planifiée depuis des mois, dont la date avait été arrêtée des semaines à l'avance. C'est un responsable israélien de la défense qui l'a confirmé à l'agence Reuters. Contrairement aux frappes de juin 2025 qui avaient eu lieu de nuit, celles-ci ont débuté en plein jour, un samedi matin, premier jour de la semaine en Iran. Alors que le pays vivait sa vie quotidienne, les cibles étaient réparties sur l'ensemble du territoire iranien. Le nord-ouest, frontalier de l'Azerbaïdjan. L'ouest, le long de la frontière irakienne. Le sud, jusqu'au port stratégique de Bandar Abbas sur le détroit d'Ormuz. Et surtout, le cœur même du pouvoir, Téhéran. Plusieurs missiles ont touché l'avenue de l'université et le quartier de Jomhouri, en plein centre de la capitale. D'autres ont frappé le quartier nord de Seyyed Khandan. L'Associated Press a rapporté qu'une frappe est tombée à proximité des bureaux du guide suprême. Khamenei n'y était pas. Il avait été transféré dans un lieu sécurisé, selon un responsable cité par Reuters. Mais la frappe qui restera dans les mémoires, c'est celle de Minab, une petite ville de la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran. Un missile israélien a touché une école élémentaire de filles. La télévision d'État iranienne a rapporté un bilan de 51 élèves tués, 60 autres blessés. Les sources américaines et israéliennes n'ont pas commenté cette frappe. Dans une vidéo préenregistrée publiée sur son réseau Truth Social, Donald Trump a annoncé le lancement d'opérations de combat majeures contre l'Iran. Il a affirmé vouloir détruire les missiles iraniens et anéantir la marine du pays. Puis, il s'est adressé directement au peuple iranien et je cite « Quand nous aurons terminé, prenez le pouvoir. Ce sera votre unique chance pour des générations. » Un analyste d'Al Jazeera a résumé la posture en une phrase. C'est le même schéma qu'en 1953, quand la CIA a renversé le premier ministre élu Mossadegh. Sauf que cette fois, ce ne sont pas des opérations clandestines. Ce sont des bombes. La réponse de Téhéran n'a pas tardé. Le corps des gardiens de la révolution islamique a publié un communiqué. La première vague d'attaques massives de missiles et de drones était lancée. Et contrairement à ce que beaucoup attendaient, l'Iran n'a pas seulement visé Israël. Il a frappé partout. Premier objectif, Israël. Des dizaines de missiles balistiques lancés en plusieurs vagues. Des sirènes d'alerte à Haïfa, à Tel Aviv, à Jérusalem. Des explosions confirmées dans le nord du pays.
l'armée israélienne a activé ses systèmes d'interception et déclaré un état d'urgence national. L'espace aérien israélien a été fermé à tout trafic civil. Deuxième objectif, et c'est là que la situation a pris une dimension sans précédent, les bases militaires américaines dans le Golfe. Bahreïn. Le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine a été directement frappé par un missile. Les autorités bahreïnies ont qualifié l'attaque de violation flagrante de la souveraineté du royaume. Qatar, la base aérienne d'Al-Udeid, la plus grande installation militaire américaine au Moyen-Orient, a été ciblée. Le ministère qatari de la Défense a affirmé avoir intercepté tous les missiles avant qu'ils n'atteignent le territoire. Koweït. Des missiles balistiques ont visé la base d'Ali al-Salem. Les défenses aériennes koweïtiennes les ont interceptés. Émirats arabes unis. La base d'Al-Dafra à Abu Dhabi a été frappée. Un civil a été tué dans la capitale émiratie. Des débris de missiles sont tombés sur plusieurs quartiers résidentiels. Une deuxième vague a suivi quelques heures plus tard. Irak. L'aéroport d'Erbil, dans le Kurdistan irakien, a été ciblé 2 fois par des drones. Jordanie. 2 missiles balistiques interceptés, des débris retrouvés dans 5 provinces, et même l'Arabie Saoudite, pourtant non visée directement, a rapporté des explosions entendues à Riyad. Un seul pays du Conseil de coopération du Golfe a été épargné, Oman. Et ce n'est pas un hasard. Depuis des années, le sultanat sert de canal de communication entre l'Iran et le reste du monde. C'est Oman qui avait organisé les négociations. Son ministre des Affaires étrangères a publié un message de consternation sur le réseau X, déclarant que les pourparlers avaient été sapés et exhortant Washington à ne pas se laisser entraîner davantage. Les gardiens de la révolution ont été catégoriques dans leur communiqué. Tous les objectifs militaires israéliens et américains au Moyen-Orient ont été frappés. Et ils ont ajouté que l'opération se poursuivrait sans relâche jusqu'à la défaite décisive de l'ennemi. Côté américain, NBC News a rapporté qu'aucun militaire américain n'avait été tué dans les frappes iraniennes. Des dégâts aux infrastructures ont toutefois été confirmés à Bahreïn. Reste la question centrale. Pourquoi maintenant ? Pourquoi frapper un pays avec lequel on négocie ? Plusieurs éléments de réponse se dessinent. Le premier, c'est la fragilité interne du régime iranien. Les manifestations de décembre et janvier ont révélé des fissures profondes. L'attaque contre le siège de Khamenei le 23 février a ajouté une dimension sécuritaire à la crise. Pour certains stratèges à Washington et à Tel Aviv, c'était le moment idéal, frapper un adversaire déjà affaibli en espérant que la population achève ce que les bombes ont commencé. C'est exactement le sens du message de Trump aux Iraniens. Le deuxième élément, c'est le dossier nucléaire. Malgré les concessions iraniennes dans les négociations, Washington a jugé que Téhéran n'allait pas assez loin. Trump a affirmé que l'Iran avait rejeté chaque occasion de renoncer à ses ambitions nucléaires. L'Iran, de son côté, a toujours nié vouloir fabriquer une arme atomique. Ce qui est troublant, c'est le témoignage d'un haut diplomate moyen-oriental rapporté par plusieurs médias qui a déclaré « Une fois de plus, quand les négociations s'approchent du succès, une intervention militaire vient les torpiller. » Et surtout, la confirmation par un responsable israélien que l'attaque avait été planifiée depuis des mois et que la date avait été fixée des semaines avant le début des frappes. Autrement dit, les négociations se poursuivaient alors que les plans d'attaque étaient déjà arrêtés. Le troisième élément, c'est le pétrole. L'Iran est un membre fondateur de l'OPEP. Et surtout, il contrôle la rive nord du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. L'Iran dispose de milliers de mines navales capables de fermer ce passage. La veille des frappes, le prix du baril de Brent avait déjà atteint 73 $, son plus haut niveau en 7 mois. Un conflit prolongé pourrait provoquer un choc pétrolier majeur avec des répercussions directes sur l'économie mondiale et sur votre facture d'énergie. Il y a aussi le facteur yéménite. Le mouvement Ansar-Allah, les Houthis, a immédiatement annoncé qu'il reprendrait ses attaques de missiles et de drones sur les routes maritimes de la mer Rouge et contre Israël en soutien à Téhéran. Si cette menace se concrétise, c'est un deuxième front maritime qui s'ouvre, avec des conséquences potentielles sur le commerce international. La communauté internationale s'est divisée, comme souvent, entre ceux qui soutiennent, ceux qui condamnent et ceux qui appellent à la retenue sans nommer de responsable. L'Australie a soutenu ouvertement l'action américaine, estimant qu'elle visait à empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. L'Arabie saoudite, qui n'a pas été visée par les frappes initiales, a condamné ce qu'elle a qualifié d'agression brutale iranienne contre les pays du Golfe
et s'est dite prête à soutenir ses voisins. De l'autre côté, la Russie a condamné une attaque armée non provoquée. Le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a estimé que les États-Unis avaient montré leur vrai visage. Le ministre Lavrov a directement exprimé sa solidarité avec Téhéran. Le Pakistan a condamné des attaques injustifiées. Le Brésil a exprimé sa profonde préoccupation et a exhorté toutes les parties à respecter le droit international. L'Inde a appelé à la retenue et au dialogue. L'Union africaine a averti des conséquences sur les marchés de l'énergie, la sécurité alimentaire et la résilience économique du continent africain. En Europe, Emmanuel Macron a qualifié les frappes de déclenchement de guerre et a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Union européenne a jugé la situation périlleuse et a commencé à rapatrier son personnel non essentiel de la région. Quant au Premier ministre libanais Nawaf Salam, il a prévenu que le Liban n'accepterait pas d'être entraîné dans le conflit, une allusion au Hezbollah, allié historique de l'Iran. Les conséquences ont été immédiates et concrètes. L'espace aérien a été fermé dans toute la zone de conflit. Israël, Bahreïn, Qatar, Koweït, Émirats, plus aucun vol civil. Air France, Emirates, Lufthansa, KLM ont annulé leur liaison. Sur le site Flight Radar, la région est devenue un vide. Le Qatar a suspendu toute navigation maritime. Les États-Unis ont exhorté leurs ressortissants à quitter le Liban immédiatement. La Russie a demandé à ses citoyens de quitter Israël. En Iran, le Croissant Rouge a signalé que plus de 20 des 31 provinces du pays avaient été affectées par les frappes. Et les marchés financiers retenaient leur souffle dans l'attente de l'ouverture de la semaine suivante. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé la plus grande opération militaire contre l'Iran depuis des décennies. Ils ont frappé en plein jour, pendant que des négociations étaient en cours, alors que la paix, selon le médiateur omanais, était à portée de main. L'Iran a riposté. Pas dans une semaine, pas dans un mois, en moins de 2 heures. 5 pays du Golfe frappaient simultanément. Le quartier général de la 5e flotte américaine touché. Des missiles sur Israël. Une réponse d'une ampleur sans précédent qui a montré que malgré les frappes de juin 2025, malgré la crise interne, malgré les sanctions, Téhéran conserve une capacité de projection que personne dans la région ne peut ignorer. Ce soir, les espaces aériens sont fermés. Les routes maritimes sont menacées. Le prix du pétrole va s'envoler. Et une question plane au-dessus de toute la région. Qu'est-ce qui vient après ? Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qui se passe, pensez à vous abonner. Ce genre de contenu demande des heures de recherche. Un like, un partage, un commentaire, c'est ce qui permet de continuer. On se retrouve très vite pour la suite des événements.